interesting topic for an interesting discussion of the importance of civic education and the means how to achieve it in a better way. Last in the first plenary session is Mr. Pierre Garonne, a friend of mine in the Venice Commission, who has been heading the division of elections and political parties division for already quite a long time, who was active in drafting of the Code of Good Practice in electoral matters, and almost all of the main documents or reports by the Venice Commission in electoral field. Please, the floor is yours. Thank you, Mr. Chair. Je vais parler de nouveau en français et je vais parler de nouveau aujourd'hui pour une fois, 2 fois de suite, mais après je serai plus silencieux. Donc, ce matin, la question du suffrage égal nous a conduit à des débats théoriques, mais nous avons aussi vu de la discussion que nous venons d'entendre qu'elle a des implications pratiques. Il est donc normal qu'elle conduise à des contentieux et ceux-ci ont souvent une forte portée politique. En effet, la question d'égalité du suffrage touche à des points particulièrement sensibles comme le système électoral au sens étroit, la méthode de transformation des voix en sièges, nous l'avons vu, même si les cours sont parfois un peu prudentes, la délimitation des circonscriptions et l'attribution des sièges, la représentation des minorités et la parité des sexes, M. Jean Pinelli l'a dit dans son intervention déjà tout à l'heure. Et maintenant, je vais me focaliser sur la jurisprudence des cours constitutionnelles européennes dans ce domaine. Évidemment, il ne s'agit pas d'une jurisprudence coordonnée, harmonisée. Il s'agit encore souvent de quelque chose d'un peu pointilliste, puisque nous n'avons pas, ou peu, il y a peu d'arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais je vais prendre les différents thèmes principaux pour montrer quelques exemples et voir s'il y a des lignes, directrices qui peuvent être déduites. Alors, commençons par l'égalité de la force électorale, soit l'interdiction des inégalités de représentation en circonscription. Le Code de bonne conduite en matière électorale affirme que l'écart maximal admissible par rapport à la clé de répartition, le nombre d'habitants, de résidents ressortissants ou d'électeurs inscrits, ne doit pas dépasser 10%. Et en tout cas pas 15% sur circonstances spéciales. La jurisprudence constitutionnelle paraît être plus timide, mais si on suit, les arrêts ne sont pas tellement nombreux, mais les arrêts les plus récents vont plutôt dans le sens d'un certain interventionnisme judiciaire. L'exemple typique étant celui de la Cour constitutionnelle géorgienne dans un arrêt de 2015, qui a mis fin à des inégalités qui pouvaient aller jusqu'à 25 pour an, mais c'est aussi fondé directement sur le Code de bonne conduite en matière électorale pour dire qu'elle va être réduite à ce que le Code permet, en gros. Autre exemple, en France, la règle de 2 députés au minimum par département qui était admise par le Conseil constitutionnel en 1986 ne l'a plus été en 2009. La Cour constitutionnelle macédonienne a certes refusé de censurer une loi autorisant des écarts en circonscription, mais la loi était stricte en les limitant à 5%. Autre aspect du problème, la géométrie électorale passive, l'absence de découpage tenant compte de l'évolution démographique, a été censurée dans un cas par la Cour constitutionnelle hongroise en 2005. Donc, quand est-ce que les inégalités sont considérées comme justifiées? C'est un peu le problème que c'était le précédent intervenant
sur égalité et justice, il y a parfois une tension. Une situation géographique particulière peut justifier certaines inégalités en faveur des localités les moins peuplées, les plus éloignées. Cela a été noté en particulier pour des archipels de la Polynésie française dont la spécificité culturelle est réelle. Une telle approche est conforme aux normes internationales. Et rappelons-le, et M. Pinelli l'a déjà souligné, le principe d'égalité de la force électorale ne vaut en principe que pour les premières chambres. Et cela a été souligné dans des affaires devant le Conseil constitutionnel français comme devant la Cour constitutionnelle polonaise. Quant aux minorités nationales, la Convention cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales considère que les mesures adéquates prises par les États en vue de promouvoir une égalité pleine et effective entre les personnes appartenant à une minorité nationale et celles appartenant à la majorité ne sont pas une discrimination. Les mesures positives peuvent dès lors être prises, mais dans quelles limites? Les cas étudiés montrent que les conventionnels ne les censurent guère. Donc, elles ont admis, par exemple, le double droit de vote pour les membres des communautés ethniques italiennes et hongroises en Slovénie. Une surreprésentation de la minorité néerlandophone dans le Parlement régional de Bruxelles-Capitale pour la République. En Croatie, des règles garantissant la représentation, voire la surreprésentation des minorités ethniques. Et en Roumanie, évidemment, où il existe une garantie constitutionnelle spécifique. Et même la France, qui ne reconnaît pas l'existence de minorités, a accepté une surreprésentation de régions où la population indigène est majoritaire, donc en Nouvelle-Calédonie, d'archipel dont la spécificité culturelle est réelle, je l'avais cité tout à l'heure, en Polynésie. Il est vrai que cela concernait l'outre-mer et non pas la métropole. Les cas où il existe néanmoins des cas où des constitutionnels sont prononcés contre des mesures spéciales de représentation des groupes ethniques. Et on peut y voir soit un aspect de ségrégation, c'était une représentation séparée des groupes ethniques dans les communes slovaques, soit une inadéquation par rapport au but poursuivi. Ça, c'est un cas en Bosnie-Herzégovine, où l'objectif d'adapter le système électoral pour tenir compte des difficultés historiques liées au peuple constituant a été admis, mais le fait qu'il y avait deux voix dans les districts périphériques de la ville et une seule voix au centre n'était pas un moyen adéquat de parvenir à ce but. La parité. Alors la parité des genres, nous aurons l'occasion d'en parler dans une séance spécifique. Ce n'est pas la jurisprudence des cours constitutionnels qui l'a fait avancer, il faut bien dire, c'est plutôt l'inverse. En France, donc, la Constitution a été révisée après 2 arrêts à l'encontre de la parité. Et en fait, c'était pas la parité, mais c'était des quotas par an. En Suisse, concernant, il est vrai, une exigence stricte de parité, ou encore en Croatie, même, ce ne sont que les sanctions envers les listes ne respectant pas les quotas qui ont été annulés. On sait bien qu'une règle non assortie de sanctions n'est pas efficace. Par contre, la Cour constitutionnelle espagnole s'est montrée plus ouverte. Dans les systèmes électoraux, nous avons parlé du cas de l'Italie, mais la question générale, c'est de savoir si la Constitution exige un résultat proportionnel. Parce qu'il faut distinguer le système proportionnel qui est quelque chose de mathématique où il y a une proportion quelque part, mais avec les quorums et tout, et les petites circonscriptions, on n'a pas forcément un résultat proportionnel, l'exigence d'un résultat proportionnel. Il existe des États où la représentation proportionnelle est prévue par la Constitution. Là, ce n'est pas trop compliqué. Et le tribunal constitutionnel espagnol a ainsi distingué le principe démocratique de l'égalité, qui est ouvert aux formules les plus diverses, de l'exigence constitutionnelle spécifique de proportionnalité.
même si au niveau national, comme il existe beaucoup de petites circonscriptions, le résultat n'est pas vraiment proportionnel. Donc ça pourra encore se discuter. Mais il existe beaucoup d'États où la Constitution ne prévoit pas de système, ou encore moins de résultats proportionnels. Néanmoins, une exigence de proportionnalité, d'égalité des résultats était dégagée en l'absence d'une telle norme. Alors, en Italie, on le voit dans la mesure où il y a, l'exigence, c'est qu'il n'y a pas une distorsion majeure de la représentativité, qui serait disproportionnée au sens juridique par rapport à l'objectif qui est d'assurer la gouvernabilité. En Suisse, le tribunal fédéral a fixé une limite absolue de 10% pour un quorum direct, tandis qu'un quorum naturel, donc dû au nombre restreint de sièges par circonscription, devra autant que possible ne pas dépasser cette limite. Et le tribunal fédéral tend à considérer que c'est toujours possible d'empêcher qu'il la dépasse. Mais c'est cependant la Cour constitutionnelle allemande qui allait plus loin, qui était aussi la pionnière. Donc, tout d'abord, elle considère depuis longtemps que si une loi prévoit le système proportionnel, le résultat doit être proportionnel. Si on peut le citer en traduction, dans un système proportionnel, le principe du suffrage égal exige en outre que chaque électeur ait aussi, par son vote, la même influence sur la composition de l'organe représentatif à élire. On saurait mieux dire qu'il faut une proportionnalité des résultats. Un quorum 5% pour les élections du Parlement fédéral et des Länder est admissible pour permettre la formation des majorités, mais cela n'est pas le cas pour les élections des députés allemands au Parlement européen, parce que la majorité se définit au niveau de tout le Parlement et pas que des députés allemands. Donc, même un quorum de 3% était jugé inadmissible, comme allant à l'encontre de l'égalité des suffrages, comme de l'égalité des chances des partis politiques. Donc ça, ce sont les cours que j'appellerais interventionnistes. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus réservées. La Cour tchèque, par exemple, qui a considéré que bien que la Constitution prévoit un système proportionnel, un seuil de 5% admissible pour les partis, qui ont contribué à assurer la cohésion et la stabilité de la scène politique, et en plus, en présence de coalition, le seuil est plus élevé, mais il ne dépasse pas 20% si elle contraint 4 partis. Ça, c'est été admis. Par contre, et là, ça va un peu à l'encontre de l'approche générale en matière de proportionnalité, un quorum naturel équivalent en moyenne à 14,69% était contraire au principe de la représentation proportionnelle. Je dis que d'habitude, on se focalise sur les quorums directs, mais ici, les quorums législatifs, mais ici, un quorum naturel est considéré comme une barrière inadmissible. Pour les élections au Parlement européen, encore en Tchéquie, un seuil de 5% était jugé admissible. Au regard de la nécessité de préserver la capacité du Parlement européen à dégager des solutions consensuelles afin de répondre aux attentes des électeurs, on remarque pas que, contrairement, alors que la représentation tchèque est plus faible que l'allemande, on a un raisonnement inverse. Il faut une représentation cohérente d'un pays avec une majorité en quelque sorte favorisera la représentation cohérente au niveau de l'ensemble. Et l'existence d'un quorum naturel là ne suffit pas car l'électeur n'en est pas conscient, donc ça ne conduit pas à éliminer d'office les parties de la représentation. Donc ça ne conduit pas, ça ne dissuade pas de voter pour. Et en Slovaquie, on est allé un peu dans le même sens, des quorums différents pour les partis politiques et les coalitions de partis, 5 pour les partis, 7 pour les coalitions d'un ou deux partis, et 10 pour les coalitions d'au moins 4 partis, ont également été déclarés admissibles. Quant à la Cour russe, elle a mis un quorum 5%, mais juste en disant que s'il y a un seul parti qui le dépasse, là, c'est pas admissible, parce qu'il faut assurer un minimum de pluralisme. D'autres cours, dont celle de Roumanie, de Hongrie, de Slovénie, d'Ukraine, ont refusé de déduire du principe d'égalité une exigence de proportionnalité des résultats. La jurisprudence en matière de suffrage égal touche aussi à d'autres questions comme les modalités de vote, l'observation des élections, l'accès aux médias, le financement des partis et des campagnes. Je n'ai pas trouvé énormément de références. Et je renvoie
regard pour ça à mon texte écrit et j'en viens à mes conclusions. Il n'y a pas beaucoup encore de jurisprudence européenne dans les cours constitutionnelles européennes dans le domaine, donc évidemment il n'y a pas non plus de jurisprudence uniforme en l'absence de jurisprudence établie de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais la seule norme vraiment commune est le principe même du suffrage égal sous ses divers aspects, égalité des comptes, de la force électorale, égalité des chances, égalité des genres. Les questions qui se posent sont cependant souvent semblables dans plusieurs pays, comme les inégalités de représentation circonscription, l'exigence ou l'absence d'exigence de proportionnalité des résultats et notamment la question des quorums, les quotas par genre, la représentation des minorités, les règles en matière d'accès aux médias et le financement des campagnes électorales. Donc dans ce domaine, comme dans d'autres, les cours constitutionnels sont invités à s'inspirer les unes des autres, ou du moins à connaître les raisonnements et conclusions de leurs pairs, quitte à s'en écarter lorsqu'elles l'estiment pertinent. C'est ce que la Commission de Venise appelle depuis maintenant 2 décennies la fertilisation croisée, cross-fertilization, qui est promue par tout notre travail dans le domaine des cours constitutionnels. Je vous remercie.